Avant de commencer, il est fortement conseillé de ne pas se fier aux apparences. Ce qui suit est fourni à titre éducatif et de divertissement uniquement. Il s'agit du témoignage textuel devant le tribunal fédéral lors du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Personne ne s'attendait à ce que Justin Combs témoigne contre son propre père. La salle était tendue. Tous les regards étaient rivés sur la table de l'accusation jusqu'à ce que la porte latérale s'ouvre et que Justin entre. Des halètements retentirent. Même le juge se figea. Pas d'annonce, pas de déclaration écrite, juste Justin qui s'avançait seul. Jusque-là, il était resté silencieux, tandis que le nom de son père circulait dans les gros titres, les fuites judiciaires et les enregistrements audio murmurés, jugés trop perturbants pour être diffusés. Mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce dû à l'accumulation des preuves. Peut-être était-ce dû à la trahison qu'il ressentait de la part de l'homme qu'il avait élevé. Peut-être était-ce dû au fait d'entendre ces enregistrements diffusés à huis clos. Quoi qu'il en soit, Justin en avait assez d'être loyal envers un père qui n'en avait montré aucune. Il n'était pas à la barre en tant que fils de célébrité. Il était là en tant que jeune homme qui en avait trop vu et trop peu parlé. Et lorsqu'il a commencé à parler, la salle d'audience n'était pas préparée à ce qu'elle allait entendre. Car ce que Justin a révélé à propos de Diddy, des faits, de la manipulation et du contrôle n'était pas seulement explosif. C'était un avertissement. Tout a commencé comme n'importe quel autre jour du procès Diddy. La salle bourdonnait de conversations à voix basse. Les journalistes étaient recroquevillés dans leurs rangs respectifs, et les avocats chuchotaient des stratégies en attendant le prochain témoin prévu. Mais lorsque les portes latérales se sont ouvertes et que Justin Combs est entré seul dans la salle d'audience, sans escorte, sans équipe juridique, sans annonce, la salle a changé. On aurait dit une mouche volée. Certains ont cru à une erreur, d'autres à une arnaque. Mais la façon dont Justin marchait, lentement, posément, le regard fixé devant lui et la mâchoire serrée, indiquait à tous que c'était bien réel. Le juge haussa un sourcil, et Diddy, qui s'était adossé avec assurance à la table de la défense, se redressa brusquement, le visage vidé de ses couleurs. Justin se dirigea droit vers la barre des témoins. Aucun regard. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à son père. « Je n'ai pas été appelé à témoigner aujourd'hui », commença Justin. « J'ai demandé à parler. » Le juge l'a autorisé. Et à partir de ce moment, le procès a basculé, car ce que Justin allait dire ne figurait dans aucun récit médiatique. Ce n'était pas une fuite sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose qui le hantait depuis des années, quelque chose qui avait commencé à la maison, derrière des portes closes, où un fils regardait son père devenir quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. « J'ai gardé le silence toute ma vie », a-t-il dit. « Je l'ai défendu devant la presse. Je l'ai soutenu lors d'événements. J'ai porté son nom avec fierté. Mais rien de tout cela ne peut cacher ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et qui en est responsable. » Il se tourna légèrement vers Diddy. « Tu l'as fait. » Justin a raconté au tribunal que tout avait commencé, comme beaucoup d'histoires familiales, par ce que son père appelait les célébrations du succès. Cela s'est concrétisé par des réunions familiales régulières. Vu la façon dont elles étaient présentées, c'était censé être normal. Diddy divertit ses invités. Rien de spécial, juste de la musique et du networking. Un lieu où l'élite du secteur peut se rencontrer. J'avais assisté à ce genre de choses depuis mon adolescence, alors je ne me posais pas de questions. Mais en grandissant, Justin a compris que quelque chose clochait. C'était généralement dans l'une des demeures de son père, avec des SUV noirs à l'avant, et des gardes de sécurité partout. Dès que les invités sont entrés, leur téléphone avait été volé. Cela aurait dû être le premier signal d'alarme. Ils ont dit que c'était pour préserver la vie privée, pour protéger les invités. Mais c'était tout autre chose, comme s'ils ne voulaient rien dévoiler. Si vous trouvez cette histoire instructive, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'actualités et une couverture approfondie des affaires les plus médiatisées. Justin a décrit comment il était initialement protégé de ce qui se passait dans certaines pièces. Les lumières étaient tamisées, la musique douce et étrange, ambiante, rythmée, presque hypnotique. Il n'y avait pas de caméra visible, mais des miroirs partout. J'avais l'impression que quelqu'un nous observait en permanence. Justin a raconté qu'en grandissant, son père lui avait progressivement fait découvrir ce qui se passait lors de ces événements. Il lui a dit quelque chose comme « Il est temps que tu comprennes comment nous maintenons notre position. » Et il sourit. Ce sourire n'était pas chaleureux. C'était un signe de loyauté. Justin a raconté qu'à 21 ans, il avait suivi son père dans une arrière-salle, pensant qu'ils allaient discuter de l'entreprise familiale. Mais ce qu'il a vu l'a profondément bouleversé. Il y avait des gens qui faisaient des numéros, des hommes, des femmes. Il en reconnaissait certains issus de l'industrie musicale. Certains semblaient mal à l'aise, comme s'ils n'étaient pas là par choix.
D'autres regardaient comme s'il s'agissait d'un divertissement. Et son père? Il dirigeait tout comme si c'était la chose la plus normale du monde. Justine marqua une pause, déglutissant difficilement. Je ne savais pas comment partir, et c'était là le but. Une fois qu'on est dedans, on l'est, même en tant que son fils. Justine continua d'une voix ferme mais creuse. Quelques jours après avoir été témoin de cet événement, j'ai confronté mon père en privé. Je lui ai dit que ce que je voyais me mettait mal à l'aise. Il a ri et m'a répondu, « C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. C'est comme ça qu'on maintient tout le monde dans le droit chemin. » Puis il m'a pris dans ses bras et m'a dit, « Un jour, tu seras responsable de tout ça. » Justine a témoigné que la peur qu'il a ressentie à ce moment-là était sans précédent. J'ai réalisé que je n'étais pas préparé à être un fils. On me préparait à succéder à quelque chose de sombre. Il a dit que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à remarquer la manipulation. J'entendais mon père au téléphone. Quelqu'un pouvait décliner une invitation. Et soudain, sa carrière se heurtait à des obstacles. Une collaboration promise tombait à l'eau. Une histoire médiatique surgissait de nulle part. J'ai vu cela arriver à des gens que je connaissais, que je respectais. Justine a décrit un incident précis survenu en 2019, lorsqu'un jeune artiste avait signé sur le label de son père. Ce gamin était talentueux, probablement le talent le plus naturel que j'ai jamais vu. Mais il a remis en question quelque chose lors d'un de ces événements et a tenté de partir plus tôt. 3 jours plus tard, son contrat était résilié. Mon père disait à tout le monde qu'il était difficile de travailler avec lui. J'ai vu le rêve de ce gamin s'éteindre en temps réel. Il a balayé la salle d'audience du regard. Mon père n'a pas seulement ruiné des carrières, il a détruit des gens. Et c'est ce qui, disait Justine, m'a finalement amené ici aujourd'hui. Un jour, Justine s'est arrêtée, a jeté un coup d'œil au jury et s'est penchée vers le micro. Ce n'était pas seulement les partis. C'était le système. Il a dit qu'à partir de ce moment-là, il avait commencé à documenter tout ce dont il était témoin. Justine a expliqué que l'influence de son père allait bien au-delà de la musique. Il avait des relations partout, police, médias, dirigeants de tous les secteurs. Si quelqu'un avait besoin de régler un problème, il appelait mon père. S'il avait besoin de dissimuler quelque chose, il savait exactement qui appeler. Il a témoigné d'une nuit précise de 2020 où il avait entendu son père au téléphone. Quelqu'un paniquait à cause d'un incident dans un hôtel. Une fille a été blessée. J'ai entendu mon père dire, « C'est déjà réglé. » Les images ont disparu. Le personnel refuse de parler. Assurez-vous simplement qu'elle obtienne cet accord. Et accord de confidentialité au matin. Justine a dit qu'il avait encore affronté son père. Je lui ai demandé ce qui était arrivé à cette fille. Il m'a dit, rien qui ne soit payé. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas que de fêtes. Des gens étaient blessés. Il a décrit comment son père maintenait le contrôle par un mélange de peur, de faveur et d'argent. Être dans son cercle donnait accès à tout, relations, opportunités, protection. Mais dès que vous franchissiez le pas, tout disparaissait. Et parfois, vous aussi. Justine a témoigné qu'il avait commencé à prendre ses distances avec l'empire de son père. J'ai commencé à trouver des excuses pour rater des événements. J'ai arrêté d'inviter des amis. J'ai essayé de construire quelque chose de différent. Mais même en tant que fils de Didi, je n'avais aucune échappatoire. Il commençait à douter de ma loyauté. Il m'appelait à toute heure pour me demander où j'étais, avec qui j'étais. Il demandait aux gens de me suivre. Une fois, j'ai trouvé un logiciel espion sur mon téléphone. Quand je l'ai confronté, il m'a dit, « La famille doit rester soudée. Trop de gens veulent nous détruire. » Justine a dit que ce contrôle s'étendait à tous les aspects de sa vie. Mes amis, mes relations, mes choix de carrière. Rien ne m'appartenait vraiment. Tout devait servir ses intérêts. La voix de Justine baissa, plus bas et plus grave. Je suis resté silencieux pendant des années. Je me persuadais que c'était normal, ou que ce n'était pas aussi grave qu'il y paraissait. Mais ensuite, les preuves ont commencé à faire surface dans cette affaire. Il a dit que la première fois qu'il avait entendu parler des enregistrements et des vidéos présentées au tribunal, il ne croyait pas que la situation puisse être aussi grave. Puis, j'ai reçu un appel de mon père, non pas pour vérifier si j'étais d'accord avec la révélation de tout cela, ni pour m'expliquer ou m'excuser. Il m'a appelé pour me rappeler la loyauté familiale et l'importance de serrer les rangs face à une attaque. Justine a décrit la sensation qu'il avait eue comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Cet appel n'était pas une question d'amour, mais de contrôle. C'est là que tout a pris forme. Toutes ces années, toutes ces fêtes, tous ces cours de commerce, tout cela faisait partie d'un système conçu pour créer de la complicité. Justine a dit qu'il avait passé des nuits entières à se remémorer ses souvenirs. Les fêtes, les appels, les menaces, les conséquences pour ceux qui s'exprimaient. Tout était lié, et j'y ai participé, que je le veuille ou non.
Il a dit que le point de rupture n'était pas la peur. C'était une responsabilité. J'ai compris que si je ne parlais pas maintenant, je perpétuerais le cycle. D'autres personnes seraient blessées. D'autres vies seraient brisées. Je ne pourrais pas vivre avec ça. Il a déclaré au tribunal qu'il avait contacté lui-même le parquet. Je leur ai dit, je suis prêt. Peu importe. Vous devez le savoir. Je vais te le dire. Je savais ce que ça me coûterait. Je savais que mon père ne me pardonnerait jamais. Mais certaines choses sont plus importantes que la loyauté familiale, comme la décence humaine élémentaire. Il regarda le jury. Je n'étais pas qu'un simple témoin. J'ai participé par mon silence. Je l'ai rendu possible en détournant le regard. Puis il a de nouveau regardé son père, cette fois d'un ton plus dur. Et tu comptais là-dessus. Tu comptais sur moi pour te protéger quoi qu'il arrive. Justine ferma les yeux un instant avant de reprendre la parole, comme s'il s'apprêtait à revivre quelque chose qu'il avait lutté pour oublier. Lorsque l'accusation m'a demandé si j'avais des preuves matérielles, j'ai hésité, a-t-il dit. Mais je savais que je devais le faire. Pour être honnête, je tenais un journal depuis 5 ans, où je notais les dates, les noms et les incidents. J'enregistrais les conversations dès que je le pouvais. Je prenais des photos des documents trouvés dans le bureau de mon père. Il en décrivait un en particulier. C'était une liste, avec les noms des acteurs du secteur, accompagnés d'annotations. Conforme. Résistant. Point de levier. Pression familiale. Contrôle financier. C'était un plan de manipulation. Le procureur s'est présenté avec un dossier de preuves scellé. Votre honneur, nous souhaitons verser ce document au dossier sous la cote 42. Le juge hocha la tête et l'huissier porta la feuille au banc. Justine confirma qu'il s'agissait bien d'une copie de ce qu'il avait trouvé. Les noms figurant sur cette liste sont ceux de personnes dont la carrière s'est mystérieusement terminée, de personnes qui ont soudainement disparu de la vie publique, de personnes qui, du jour au lendemain, sont passées du statut d'étoile montante à celui de figure de proue du secteur. Des histoires, expliqua Justine. À côté de chaque nom se trouvait une vulnérabilité. Pour certains, c'était l'argent. Pour d'autres, c'était un souvenir familial. Pour beaucoup, c'était un souvenir enregistré lors d'une de ses fêtes. Justine a décrit comment il a découvert ce document. C'était après un événement particulièrement important à la maison de Miami. Tout le monde était parti, et mon père était en réunion avec ses plus proches collaborateurs. Je l'ai entendu parler du livre et de la nécessité de muter quelqu'un dans la colonne des personnes à traiter. À en juger par ses propos, ce n'était pas une affaire. C'était autre chose. Justine a témoigné avoir attendu que son père parte pour Los Angeles le lendemain, puis avoir fouillé son bureau privé. Le document était dans un coffre-fort derrière le mur des récompenses. Je connaissais la combinaison. C'était mon anniversaire. Ce détail me hante encore. Utiliser ma date de naissance pour protéger quelque chose d'aussi destructeur. Il a décrit avoir photographié chaque page méticuleusement avant de la rendre exactement telle qu'il l'avait trouvée. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ces photos. Je savais juste qu'un jour elles pourraient avoir de l'importance. Justine a dit qu'il avait tout remis au parquet. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais rassemblé tout ça. En vérité, au début, je pensais avoir besoin de protection un jour. Puis, la situation s'étant aggravée, j'ai réalisé que d'autres pourraient avoir besoin de ces preuves. Le procureur a déposé un fichier audio scellé comme preuve. Monsieur Combs, s'agit-il de l'un des enregistrements que vous avez fournis à notre bureau? Justine acquiesça. Oui, il date de décembre 2022. Mon père était au téléphone avec quelqu'un. Je crois que c'était un cadre de chaîne. Une jeune actrice avait porté des accusations concernant un incident survenu lors d'une soirée. Lors de cet appel, mon père lui explique précisément comment sa carrière serait détruite si elle ne signait pas d'accord de confidentialité. Justine perdit un peu son sang-froid. Il en rit, dit qu'elle ne travaillerait plus jamais et qu'il aurait de la chance de décrocher une publicité dans le Nebraska quand il aurait terminé. Il a dit qu'il avait suffisamment de personnel pour s'en assurer. Lorsqu'on lui a demandé s'il existait d'autres enregistrements, Justine a confirmé qu'il y en avait des dizaines. Des conversations sur les pots de vin, le fait de faire suivre des gens, de diffuser des histoires dans les médias, de faire disparaître les problèmes. Il expliqua comment, pendant des années, il avait observé l'empire de son père fonctionner. Il ne s'agissait pas seulement de musique ou de divertissement. Il s'agissait de pouvoir, de la capacité de faire ou de défaire les gens à volonté, des fêtes, des faveurs, des relations. C'étaient tous des outils pour créer une obligation. Dès qu'on prenait quelque chose à mon père, il possédait une part de vous. Le procureur s'est présenté avec un autre document. Et cette chaîne de courriel. Pouvez-vous dire au tribunal ce qu'elle contient? Justine hocha la tête. Il s'agit de correspondance entre mon père et plusieurs personnes.
Des dirigeants de grandes maisons de disques et des propriétaires de stations de radio discutent du cas d'un artiste qui a refusé d'assister à un événement privé. Dans ces courriels, ils coordonnent leurs actions pour que son nouveau single ne soit jamais diffusé, pour que ses dates de tournée soient mystérieusement annulées et pour diffuser des informations négatives auprès de certains journalistes. Il regarda son père. 3 mois après ces courriels, la carrière de cet artiste était bel et bien terminée. Il dut retourner dans sa ville natale. Aux dernières nouvelles, il travaillait chez un concessionnaire automobile. Justine m'a expliqué comment il avait commencé à remarquer des schémas récurrents. Il ne s'agissait pas seulement de carrières individuelles détruites. C'était systématique. Quiconque dépassait les bornes, menaçait de dénoncer les faits, n'était pas seulement puni. Il était effacé. Il a témoigné que son père avait des relations qui dépassaient le cadre de l'industrie musicale. Il y avait des policiers qui faisaient disparaître les accusations. Des médecins qui prescrivaient toutes les ordonnances nécessaires. Le personnel de l'hôtel savait désactiver certaines caméras de sécurité certaines nuits. La voix de Justine se brisa pour la première fois. Il baissa les yeux, se ressaisit, puis poursuivit. Le plus dur n'était pas de rassembler les preuves. Il fallait accepter ce que cela signifiait. Que mon père, l'homme qui m'avait élevé, que j'aimais et admirais, blessait délibérément des gens, et qu'il s'attendait à ce que je fasse pareil un jour. Il a raconté une conversation qu'il a eue à l'occasion de ses 25 ans. Mon père m'a pris à part. Il m'a dit qu'il était fier de moi. Il m'a dit que je serais bientôt prêt à tenir les rênes. Puis il m'a montré une nouvelle section de la liste, les gens de mon âge. Des gens que je connaissais, des amis, des collègues, même quelqu'un avec qui je sortais. Il avait des informations sur chacun d'eux. Il appelait ça mon héritage. Les mains de Justine tremblaient légèrement. Cette nuit-là, j'ai compris que j'avais le choix. Je pouvais devenir lui, ou mettre fin à tout ça. Il n'y avait plus de juste milieu. Lorsqu'on lui a demandé ce qui avait fait pencher la balance, Justine a décrit un message vocal qu'il avait sauvegardé. Il provenait d'un ami. Quelqu'un de proche de notre famille. Elle était à l'une des fêtes. Elle semblait terrifiée. Elle a dit qu'elle s'était réveillée quelque part. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, mais elle était blessée. Elle m'appelait parce qu'elle avait peur d'appeler la police. Que lui est-il arrivé? A demandé le procureur. Elle a disparu pendant 2 semaines. À son retour, elle avait une nouvelle voiture, un nouvel appartement, et elle n'a plus jamais reparlé de cette nuit-là. Elle a arrêté de faire de la musique, a arrêté d'assister à des événements professionnels. L'année dernière, elle est retournée vivre chez ses parents, dans un autre état. Il a regardé le jury et a dit « Si vous voulez savoir à quel point mon père est puissant, demandez-vous comment son propre fils a pu avoir si longtemps peur de s'exprimer. Demandez-vous combien d'autres ont encore peur, restent silencieux, sont toujours prisonniers de son système. » 4. Sa déclaration finale. Le juge a autorisé Justine à parler directement à son père. Il se leva du siège du témoin, s'approcha de quelques pas et le regarda dans les yeux. « Tu as bâti un empire par la peur, commença-t-il. Tu as appelé ça le succès. Tu l'appelais le jeu. Tu l'appelais la famille. Mais tout ce que tu as construit, c'est la douleur. » Didi ne répondit pas. Il resta assis, immobile, son avocat lui murmurant à l'oreille. Justine ne s'y a pas. J'ai vu ce que tu as fait à ces gens. J'ai vu ce que tu m'as fait. J'ai entendu ce que tu as dit quand tu pensais que je n'écoutais pas. Tu as brisé des gens pour le pouvoir. Puis Justine a sorti quelque chose de sa poche. Ses photos d'enfance avec son père. C'était moi à 10 ans, t'idolâtrant. C'est le garçon que j'étais. Il l'a montré au tribunal. Il méritait mieux. Justine se tourna vers le jury. Si vous pensez qu'il ne s'agit que de faits ou de pratiques commerciales, vous n'avez pas une vue d'ensemble. Il s'agit d'un système conçu pour réduire au silence et contrôler. Et si nous ne l'arrêtons pas maintenant, il perdurera. Puis il affronta son père une dernière fois. Tu as toujours dit que tu ne pouvais pas t'arrêter, que tu ne voulais pas t'arrêter. Eh bien, j'arrête aujourd'hui. Il est retourné à la barre, a récupéré ses affaires et a quitté la salle d'audience sans se retourner. Et Didi. Il était assis là, pâle, sans ciller, les doigts crispés sur la table. Car pour la première fois depuis des décennies, ce n'était pas lui qui contrôlait le récit. Lorsque Justine Combs est descendue de la barre des témoins, il n'avait pas l'air d'avoir gagné quoi que ce soit. Il semblait enfin libéré. La tension était toujours palpable dans la salle d'audience, et on ne savait presque plus comment respirer. Même le juge semblait bouleversé. Certains jurés avaient les larmes aux yeux. Et Didi, pour la première fois de tout le procès, paraissait vaincu. Justine n'a pas parlé à la presse à sa sortie. Il n'a pas salué, n'a pas pris de pause. Il a quitté le palais de justice la tête haute, mais ses épaules portaient le poids d'une vie de silence.
Interrogé plus tard par des journalistes pour savoir s'il regrettait son témoignage, il aurait répondu « Mon seul regret est de ne pas avoir parlé plus tôt ». Mais hors du tribunal, la réaction du monde commençait à peine. L'industrie musicale s'est plongée dans une panique silencieuse. Les dirigeants des labels ont convoqué des réunions d'urgence. Les agences ont suspendu leurs contrats. Les artistes qui avaient autrefois fièrement collaboré avec Diddy publiaient désormais des déclarations sous le choc et la distance. Derrière des portes closes, des équipes de crise ont été mobilisées. Les agences de relations publiques ont envoyé des notes internes exhortant leurs clients à supprimer toute publication sur les réseaux sociaux mettant en scène Diddy. Et tandis que beaucoup essayaient de feindre le choc, Internet faisait déjà ce qu'il fait de mieux, relier les points. Les experts juridiques ont immédiatement commencé à analyser les implications. Un éminent avocat a déclaré à CNN que ce qui rend le témoignage de Justine Combs si préjudiciable n'est pas seulement l'impact émotionnel du témoignage d'un fils contre son père. C'est la documentation détaillée qu'il a fournie. Journaux, enregistrements, photographies. Ce ne sont pas des oui-dire. Ce sont des preuves méthodiques recueillies au fil des années. Les cours des actions des entreprises associées aux diverses activités de Diddy ont chuté en quelques heures. Les marques qui avaient des contrats de promotion avec lui ont annoncé la suspension de leur relation dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires. Mais les initiés du secteur savaient qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce qui a rendu les conséquences particulièrement significatives, c'est l'effet d'entraînement. Dans les 24 heures qui ont suivi le témoignage de Justine, 3 autres témoins, qui avaient auparavant refusé de témoigner, ont contacté l'accusation. Ceux qui avaient eu peur de parler ont trouvé du courage dans l'exemple de Justine. Les réseaux sociaux ont explosé de soutien pour Justine. Le hashtag #JustineSpokeUp a fait le tour du monde. Des victimes d'abus dans l'industrie ont partagé leurs témoignages. Beaucoup pour la première fois. Il ne s'agissait plus seulement de Diddy. Il s'agissait d'un questionnement culturel qui couvait depuis des décennies. De vieilles interviews où Justine semblait mal à l'aise aux côtés de son père ont refait surface. Des photos où son sourire n'atteignait pas ses yeux. Des vidéos où Diddy parlait de la formation de ses enfants pour réussir, tandis que Justine se tenait silencieusement à ses côtés. Les gens voyaient ces moments d'un œil neuf, reconnaissant les signes qui étaient là depuis toujours. Le plus révélateur fut peut-être la réaction d'autres familles du monde du divertissement. Les enfants de plusieurs magnats du divertissement ont manifesté discrètement mais publiquement leur soutien à Justine. Un « j'aime » sur sa publication sur les réseaux sociaux. Une brève déclaration sur son soutien à ceux qui disent la vérité au pouvoir. De petits gestes qui suggéraient que Justine n'était pas le seul à détenir des secrets. Les fans n'étaient pas seulement choqués. Ils étaient solidaires. Ils soutenaient un fils qui avait dû faire un choix impossible. Soutenant son courage à briser le cycle, et indignés qu'un système soit resté silencieux si longtemps, des experts en développement de l'enfant ont analysé l'impact psychologique de grandir dans un tel environnement. Ce que Justine Combs a décrit relève essentiellement du conditionnement, a expliqué un psychologue lors d'une émission matinale. Il a été systématiquement désensibilisé aux comportements contraires à l'éthique et potentiellement illégaux. Il a été rendu complice dès son plus jeune âge. Se libérer de ce genre de conditionnement exige une force extraordinaire. Les images de sécurité filmées devant le palais de justice ont montré quelque chose que les médias n'avaient pas capté. Les frères et sœurs de Justine qui l'attendaient. L'étreinte qu'ils ont partagée en disait long. Ce n'était pas seulement la trahison d'un fils. C'était une famille qui retrouvait le chemin de la vérité. Le lendemain de son témoignage, Justine a publié un message en ligne, une photo en noir et blanc de lui enfant. La légende disait « La vérité est lourde, mais les mensonges le sont encore plus. Je choisis la lumière. » En quelques heures, c'est devenu la publication la plus partagée de l'histoire d'Instagram. 3 grands documentaristes ont contacté Justine en quelques jours, mais ses représentants ont publié une déclaration simple. Justine a témoigné pour obtenir justice, et non pour la célébrité. Il ne participera à aucun projet médiatique pour le moment. Si cet article vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Nous vous présentons les dernières nouvelles sur des affaires très médiatisées avec une profondeur et une précision inégalées. Pendant ce temps, au tribunal, la défense de Diddy se démenait. Sa stratégie reposait sur les témoignages de moralité et la loyauté familiale. Avec le témoignage de Justine, ce fondement s'est effondré. Dans un geste désespéré, ils ont déposé une requête pour que son témoignage soit radié du dossier, invoquant un parti pris émotionnel. Le juge a immédiatement rejeté cette requête. Les analystes juridiques prédisaient que le témoignage de Justine serait cité en référence dans les facultés de droit pendant des générations. Il est rare de voir des preuves aussi complètes émaner d'une source interne, a commenté un ancien procureur. Habituellement, dans les affaires impliquant des personnalités influentes, on obtient des fragments,
des pièces du puzzle. Justine Combs a dressé le tableau complet. Les conséquences financières étaient vertigineuses. À la fin de la semaine, la valeur de l'empire de Didi avait été estimée à 500 millions de dollars. Des entreprises résiliaient des contrats, des partenariats se dissolvaient et des actifs étaient gelés en attendant l'issue du procès. Mais le coût humain dominait les conversations. Des personnes ayant travaillé avec Didi pendant des décennies racontaient des histoires corroborant le témoignage de Justine. Un ancien assistant a décrit comment des personnes sont passées d'un état de confiance à un état de désespoir après des réunions privées.